Je pense que c'est bon, on peut passer à la vidéo sur les canaux d'irrigation à Salon. Bonjour Monsieur Bonfillon. Bonjour. Alors en ce moment, je m'intéresse à la question de l'eau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette eau, d'où elle vient et à qui elle appartient? Alors, c'est de l'eau de la Durance et qui transite par le canal EDF. Alors, à qui elle appartient? L'eau, en principe, n'appartient à personne. Ici, nous sommes sur un canal qui appartient à l'œuvre générale de Craponne. Et ensuite, tout ça se divise. Il faut bien voir un canal, c'est un fleuve à l'envers. C'est-à-dire qu'il y a une tronc d'abord, puis après, il y a plein de branches. Et donc, ces canaux d'irrigation, comment ils fonctionnent concrètement? Alors, premier principe, l'eau est paresseuse. C'est-à-dire que l'eau, elle va toujours du haut vers le bas. Ça coule. C'est le principe même de l'irrigation gravitaire. Et ça marche par un transfert d'eau, un transport d'eau. Ensuite, l'eau se répand sur la parcelle à irriguer et il y a une partie de cette eau qui est consommée par la plante et par l'évaporation, ce qu'on appelle le TP, et une autre partie de l'eau qui n'est pas consommée par la plante ni évaporée par le soleil, qui descend dans la nappe phréatique. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 80% de l'eau qui descend dans la nappe et qui alimente du coup toute une série de forages, d'arbres. Et la nappe phréatique, est-ce que vous pouvez en dire un peu plus? Alors la nappe phréatique de l'Accro, de la région de Salon, on va dire jusqu'à Arles, c'est une nappe qui est complètement artificielle, puisqu'elle est créée par l'irrigation, étant donné qu'ici il tombe entre 60 et 80 mm d'eau par an, ce qui fait qu'on a une pluviosité qui est digne, on va dire, pas du sel, même pas loin. Et en plus, c'est une nappe qui est complètement, j'allais dire, inverse des autres, parce que dans les nappes phréatiques ordinaires, celles dont on nous parle, à la télévision par exemple, eh bien elles sont hautes en hiver et basses en été. Nous, c'est le contraire. Nous, la nappe est la plus basse au mois de janvier-février, et elle est la plus haute au mois de juillet, tout simplement parce qu'elle est abondée par l'irrigation. C'est une eau de bonne qualité, puisque c'est de l'eau de Durance, et elle est d'autant plus de meilleure qualité qu'elle est filtrée par le sol, par une épaisseur, on va dire, de 20 à 30 mètres de sol et sous-sol. Donc c'est une eau de très très bonne qualité et qui fournit quand même la boisson à plus de 400 000 personnes. Le canal de Craponne, ou on va dire le réseau Craponne, sert souvent de pluvial. Alors, tant que c'était du pluvial de Crottin de Cheval, c'était pas très gênant. Maintenant, quand c'est du pluvial d'un parking d'une grande surface ou d'une route pleine d'hydrocarbures ou de saleté, c'est déjà plus ennuyeux. Merci beaucoup en tout cas, et à très bientôt. Au revoir. Donc à la fin du reportage présenté les risques qui pouvaient provenir de la concentration des substances toxiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu mieux justement quels sont les risques sur tout ce qui est métaux lourds, hydrocarbures, résidus, etc. Alors sur la santé directement. Donc les risques en fait dépendent de plusieurs choses. Ils dépendent d'abord de la quantité qui a été ingérée et de la durée d'exposition sur ces produits d'origine chimique. Et ensuite du type de produit. Alors sur les métaux lourds, on a par exemple l'arsenic. Il y a des risques, c'est un risque cancérigène avec différents types de cancers. Le plomb, c'est la maladie bien connue du saturnisme avec le retard mental. Ensuite sur les hydrocarbures, on a différents types de risques, dont notamment des cancers et des effets de reprotoxicité, donc sur la reproduction, sur la fertilité masculine et féminine, et des effets au niveau des cancers aussi, comme les leucémies par exemple. Voilà les principaux risques, je pense, au niveau de ces produits toxiques. Donc essentiellement des cancers et des effets sur la reproduction, sur la fertilité. Donc le message à faire passer, c'est que la nappe d'Accro, il faut vraiment être très prudent et la protéger a priori. Et la protéger, oui, bien sûr, oui. oui.
Oui, c'est une nappe qui n'a pas de protection de filtre important, et donc elle est extraordinairement vulnérable. Et elle est d'autant plus vulnérable que l'usage agricole du foin de Crau, par exemple, qui surmerge régulièrement la plaine et donc alimente cette nappe, est en train de régresser par rapport aux plantations de vergers qui, eux, travaillent sur des forages et sur du goutte à goutte. Et la dilution qui était apportée par cette importante perte agricole commence à diminuer. Donc là, il y a véritablement un souci d'évolution sur le secteur. Et là, on est véritablement dans des choix. Qu'est-ce qu'on veut faire en termes d'agriculture? Parce que l'agriculture et la nappe de la Crau, c'est l'alimentation en eau de 300 000 personnes, comme l'a été dit dans le reportage. Et donc sur le principe de l'irrigation, donc Monsieur Bonfillon nous expliquait que on était sur une irrigation gravitaire à Salon. Est-ce que c'est le même principe sur les autres départements, sur les autres territoires, ou est-ce qu'on est sur des procédés un peu différents? Traditionnellement, l'irrigation agricole méditerranéenne est une irrigation à partir de dérivations et de canaux, et donc par une irrigation gravitaire. Mais de plus en plus, on parlait tout à l'heure de canal de Provence, se développe des arrosages par aspersion qui donnent toujours l'impression qu'on gaspille de l'eau parce qu'on arrose en plein soleil, alors que c'est quelque chose qui économise la ressource. Et puis on évolue progressivement vers des éléments de plus en plus économes en termes d'utilisation de l'eau agricole, comme l'irrigation au goutte à goutte ou la micro-aspersion. Ceci dit, ça change la donne en termes d'utilisation sur le territoire, ça change la donne en termes des usages agricoles. Et quand on est sur le nappe de la Crau, on a là véritablement une question à se poser. Est-ce qu'on fait véritablement des économies d'eau en changeant de pratique agricole, mais au détriment de quel usage sur l'ensemble de la nappe de la Crau, et entre autres pour l'eau potable? Est-ce que justement on peut réutiliser cette eau? Est-ce qu'il y a des techniques qui permettent justement de pouvoir la rééconomiser? Alors, il y a énormément de techniques qui permettent d'économiser l'eau. Ça, c'est une des données fortes. On a un schéma régional qui essaye de mettre en place ces éléments-là. Chaque département a son propre schéma de réduction de la consommation en eau. Et je dirais que chaque commune tend à essayer de diminuer les usages. D'abord parce que l'eau, ça coûte cher. Et ça coûte cher, comme on l'a dit, elle est gratuite. Mais tout ce qui est le traitement, les réseaux, tout ça, ça coûte très cher en termes d'entretien. Et donc, on peut plus être dans cette fuite en avant. Voilà pourquoi il y a ce souci permanent d'économiser l'eau. Pour la réutilisation des eaux usées, il y a des pays qui font ça beaucoup mieux que nous. Maintenant, l'eau doit retourner au milieu aussi. Et c'est pas parce qu'on va réutiliser de l'eau qu'on va faire n'importe quoi avec. Une question donc, qui avait été notée auparavant. Est-ce que l'irrigation favorise la stagnation des eaux et donc la prolifération des moustiques? Quand on est avec de l'irrigation sur la plaine de la Crau, on a une infiltration très rapide et on n'a pas d'eau stagnante. Par contre, la plaine de la Crau et la nappe de la Crau qui est dirigée vers le Rhône et vers le sud rencontre des dépressions et se met en place des zones dites humides. Alors ces zones humides, bien évidemment, il y a des moustiques. Mais quand on regarde tous les rôles qu'elles peuvent apporter, tous les éléments de biodiversité, on est loin de considérer ces milieux-là comme des milieux défavorables à la société. Tout du moins, c'est le grand changement de ces 50 dernières années. Très bien. Écoutez, on va passer à la séquence suivante. Donc, quelques questions récoltées dans la rue. Est-ce qu'elle est de bonne qualité? Alors, donc, est-ce qu'elle est de bonne qualité? Donc, c'est quoi une eau de bonne qualité, peut-être? A priori, une eau de bonne qualité, ce serait une eau qui ne présenterait aucun risque pour la santé. Donc une eau qui n'a pas de présence de micro-organismes en concentration suffisante, pas de présence de produits chimiques non plus, et éventuellement, par contre, présence de certains minéraux qui sont essentiels et qui sont apportés par l'eau, puisque l'eau, elle apporte pas uniquement une hydratation, mais elle apporte également des minéraux essentiels à la santé. Donc voilà, ça serait des taux suffisamment bas en micro-organismes et en produits chimiques, et par contre présence de certains minéraux.
Et est-ce qu'on peut dire que l'eau minérale, enfin l'eau en bouteille, est de meilleure qualité parce qu'elle apporte plus de minéraux que l'eau municipale, ou finalement est-ce que c'est juste une idée reçue? Non, a priori non. Une eau de ville qui est régulièrement contrôlée et qui est traitée de façon correcte, c'est une eau potable, donc c'est une eau de bonne qualité. Les eaux minérales, comme les eaux de ville, en fait, elles sont soumises un petit peu aux mêmes problématiques. C'est-à-dire qu'effectivement, elles peuvent aussi être contaminées et elles peuvent être... il peut y avoir des concentrations en minéraux qui peuvent être insuffisantes pour certains individus. Et d'ailleurs, le fait de consommer une eau minérale de façon exclusive peut amener à certaines carences. Donc, non, l'eau en bouteille n'est pas forcément meilleure que l'eau de ville. Merci.